mort de Romy Schneider, un arrêt cardiaque brise l'un des plus beaux personnages du cinéma français. Malouine, les forces britanniques prêtes à l'assaut de Port Stanley. L'Argentine pourrait faire appel à l'ère militaire étrangère, annonce le président Galtieri. Le pape en Grande-Bretagne prêche l'œcuménisme et l'unité des églises chrétiennes. Ouverture du congrès du Centre des démocrates sociaux, lutte serrée pour la succession de Jean Le Canuet. Madame, monsieur, bonsoir. Elle avait pour elle le talent, la beauté, et à 43 ans, cette forme de maturité alourdie par le malheur. Romy Schneider est morte ce matin d'un arrêt cardiaque dû vraisemblablement à une absorption conjuguée d'alcool et de barbiturique. Le substitut du procureur de la République a signé le permis d'inhumer, le médecin légiste ayant conclu à une mort naturelle. De Sissi à la passante du Sans Souci, Romy Schneider avait su, en une cinquantaine de films, surtout français, forger des personnages de femmes qui touchaient toujours par la sincérité et l'acharnement au travail qui servait son talent. C'est ainsi que Romy Schneider reste parmi nous, comme le prouve France Roche. Ses armoires pleines de prix d'interprétation, son bureau plein de scénarios et de propositions de contrats, Romy dort. Elle n'a jamais, je crois, dormi vraiment tranquille. Toujours inquiète, soucieuse de faire mieux, ayant peur de décevoir, jamais rassasiée de succès, et aussi régulièrement frappée par un destin qui semblait inévitable. Romy a subi toutes les épreuves qu'un roman mélo aurait pu proposer pour montrer qu'on peut être riche, belle, célèbre et souffrir beaucoup. J'arrive pas à avoir un homme et un enfant en même temps. Plus ça va, plus je me dis c'est pas grave. Je t'ai dit ça, je sais très bien que c'est grave d'avoir un enfant. Pour lui et pour moi. Quand je te dis je veux le garder, je me demande si c'est pas lui qui me garde. Sa vie était une tempête. Elle passait de la haute vague vertigineuse du triomphe au creux effrayant de l'abandon et de l'échec. À 20 ans, elle était la petite fiancée de l'Allemagne. À 25 ans, elle était honnie par son pays et cherchait à se faire par amour une seconde carrière en France. Vous avez retrouvé le moment où vous aviez quitté l'Allemagne, où vous n'étiez pas encore reconnu en France et... Oui, il y avait quand même 2 bonnes années, il y avait absolument rien. Mais après, c'était un peu dur. Et bien entendu, on commence à se poser des questions, on commence à avoir beaucoup moins confiance en soi-même, on a peur, on est très angoissé. Et on se dit, bon, ben, on ne veut plus de toi, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Pour tu comprends? Non, je comprends. Je me sens bien. Sa carrière repart, Hollywood l'appelle. Après avoir attendu plusieurs années d'être épousée par Alain Delon, elle découvre en rentrant d'Amérique un bouquet de roses et une lettre. Il est parti avec une autre. Sa carrière ralentit à nouveau, elle rencontre un metteur en scène de théâtre, Henri Mayenne, il est marié, il se sépare de sa femme, l'épouse, ils ont un fils David. Mais Romy est redevenue star, leur vie diverge, ils divorcent. Pour garder David, elle abandonne à Mayenne la moitié de sa fortune. Quelques années plus tard, il se suicide. L'année dernière, on emmène Romy d'urgence en clinique où on lui enlève un rein. À peine convalescente, elle apprend que son fils s'est éventré en escaladant une grille. C'était un petit soldat courageux et effrayé qui gagnait les batailles couvert de blessures dont on retrouve les traces dans les héroïnes de ses films, dont elle jouait trop bien les tourments. Une mémé un jour à la campagne avec mes fruits, mes arbres et ma fille et vivre. Le ministre de la Culture, Jacques Lang, a rendu hommage à Romy Schneider. Nous sommes privés d'une amie, a-t-il dit, qu'elle vive longtemps en nous-mêmes à travers les rôles qu'elle avait marqués de son empreinte.
Puisqu'ainsi vont les choses de la vie, c'est la fête du rugby ce soir au Parc des Princes et sur Antenne 2, puisque dans 20 minutes à peu près commencera la finale du championnat de France. Agen rencontre Bayonne. L'ambiance est déjà chaude au Parc des Princes où le président Mitterrand doit arriver sous peu. Du très beau rugby en perspective entre deux équipes qui pratiquent l'une et l'autre un rugby de tradition, puisqu'il y a 39 ans déjà, elles s'étaient affrontées au sommet. Rendez-vous donc tout à l'heure après ce journal avec Roger Coudert, Pierre Albaladejo et Pierre Salviac, en direct donc sur Antenne 2. La guerre des Malouines semble tourner ce soir à l'avantage de la Grande-Bretagne, en tout cas sur le plan militaire. Après avoir repris dans la nuit d'hier Port Darwin et l'aérodrome de Goose Green, les troupes britanniques poursuivent leur progression vers la capitale, Port Stanley. Port Stanley, où comme vous allez le voir sur ces images d'origine argentine, la DCA argentine depuis plusieurs jours faisait face au harcèlement de l'aviation et de la flotte britannique. Les Britanniques seraient prêts ce soir à lancer l'assaut. L'état-major argentin a reconnu ce matin que les Britanniques avaient réussi, c'est l'expression employée, à consolider leur tête de pont et que 4000 à 4500 hommes avaient débarqué. Ce qui, sur le plan stratégique, veut dire en fait, vu de Londres, qu'avec Port Darwin, les Britanniques ont conquis un atout important, Bernard Rapp. Effectivement, cette nouvelle position procure trois avantages aux Britanniques. D'abord, ils disposent maintenant d'une base terrestre pour leurs avions, donc des avions, des Sea-Harriers, qui peuvent opérer à partir du sol même des Malouines. Deuxième avantage, un nouveau point de débarquement. Port Darwin est un port en eau profonde. On peut y débarquer des hommes et du matériel. Et puis, troisième avantage, c'est la deuxième en importance, garnison argentine sur les Malouines, qui était donc enlevée hier par les Anglais. Et sur le plan psychologique, je crois que c'est très important. Mais le plus dur maintenant reste à faire, c'est la reprise de Port Stanley. C'est ça, le plus dur, c'est la reconquête de Port Stanley. Port Stanley, c'est le gros morceau pour les Britanniques. C'est la principale garnison de l'île avec 7000 à 9000 hommes, on ne sait pas exactement, mais au moins 7000 hommes, des troupes d'élite et surtout beaucoup de soldats professionnels, beaucoup de militaires de métier. Et jusqu'à présent, les Britanniques n'ont pas tellement été confrontés à ces militaires de métier, mais plutôt à des conscrits qui n'ont pas eu l'ardeur peut-être qu'on pouvait en attendre. Et puis il y a 8 semaines maintenant que les Argentins sont installés, donc à Port Stanley, ils ont pu consolider leur position. Ils ont du matériel lourd, de l'artillerie et peut-être même des missiles. Mais Port Stanley, c'est le symbole, car aussi bien pour Londres que pour Buenos Aires, qui tient Port Stanley, tient les Malouines. Et sait-on ce soir ce qui se passe exactement sur le terrain? Alors si mes camarades de la BBC veulent bien m'effacer, on va faire un rapide point sur la carte. Alors pour ce que l'on sait à l'heure actuelle, les Britanniques poursuivent leur mouvement d'encerclement en deux directions. À partir du nord d'abord, où les Marines ont bien progressé sur un terrain pourtant difficile. À partir du sud ensuite, où les parachutistes du 2e bataillon ont repris leur progression à partir de Port Darwin vers Port Stanley, sur la seule route praticable de l'île. C'est le classique mouvement en tenaille. Mais parce que l'assaut promet d'être difficile, on s'attend à un débarquement de renforts britanniques sur la côte orientale de l'île, ici, des troupes qui devraient appuyer l'offensive menée de l'autre côté de Port Stanley. Alors ces troupes, eh bien, il s'agit essentiellement des 3000 hommes qui seraient à bord du Queen Elizabeth II, qui ne devraient pas tarder à arriver sur le théâtre d'opération. On dit même qu'ils seraient déjà là et que les deux régiments qui sont à bord, à savoir la garde galloise et les fameux Gourkhas, donc ces régiments auraient déjà été transférés à bord des péniches d'assaut. Merci Bernard Rapp. L'état-major argentin a annoncé que son aviation continue d'attaquer le secteur de Goose Green sans reconnaître que la région est maintenant contrôlée par les Britanniques. À Buenos Aires, où l'on célébrait aujourd'hui le jour de l'armée de terre, son chef, le président Galtieri, a dans son discours brandi la menace d'un appel à des forces armées étrangères. De Buenos Aires, Bruno Albin. Le moment venu, les forces armées des pays frères d'Amérique et le cas échéant, d'autres pays situés sous d'autres latitudes pourront combattre aux côtés des armées argentines. Pour la première fois ce matin, lors de la célébration de la journée de l'armée de terre, le président Galtieri a envisagé une internationalisation du conflit. Jusqu'à présent, le chef de l'État argentin savait pouvoir compter sur l'appui diplomatique des nations d'Amérique latine. Il sait depuis hier que ces mêmes pays, membres du traité de Rio, c'est-à-dire du traité interaméricain d'assistance réciproque, sont prêts à lui fournir une aide militaire. Cette aide pourrait aller de la fourniture d'armes à l'envoi de troupes en passant par l'intervention d'intermédiaires sur le marché des armements. La décision prise hier à Washington par les membres du traité de Rio avec l'abstention des États-Unis laisse à chaque pays la liberté de choisir la nature de l'aide qu'il pourrait fournir à l'Argentine.
Mais le Pérou, par exemple, s'est dit prêt à envoyer des renforts en armes et en effectifs militaires tant que cette assistance ne mettrait pas en cause la sécurité de son propre système de défense. Reste qu'il faudrait savoir à qui le général Galtieri faisait allusion lorsqu'il évoquait l'éventualité de l'aide militaire de nations situées sous d'autres latitudes. On pense bien sûr à l'Union soviétique, mais il faut aussi le rappeler, les Argentins ont toujours affirmé qu'ils n'avaient jamais envisagé d'accepter d'aide militaire du monde communiste. Enfin, le simple fait que le général Galtieri évoque la possibilité d'avoir recours à l'aide de l'étranger dans le conflit des Malouines est assez révélateur de la pression que les troupes argentines subissent sur les îles. Même si à l'heure qu'il est, on se limite à dire que l'on se bat toujours dans la région de Port Darwin, que les Britanniques affirment tenir depuis hier soir. L'Organisation des États américains a demandé par ailleurs aux États-Unis de lever immédiatement les sanctions vis-à-vis de l'Argentine et de s'abstenir de toute aide matérielle à la Grande-Bretagne. Les États-Unis sont donc de plus en plus isolés de leurs alliés latino-américains. La guerre est passée aujourd'hui au second plan de la visite du pape en Grande-Bretagne, même si bien sûr elle est présente dans tous les esprits. Pour la première fois de l'histoire, un pape et un primat anglican ont prié ensemble aujourd'hui, l'image même de l'unité de l'Église chrétienne. François Cornet. Sous les voûtes de la cathédrale de Canterbury, orgues et trompettes ont salué ce matin l'arrivée de Jean-Paul II au siège de l'Église anglicane. Seule personnalité non religieuse dans le chœur, le prince Charles. Un service œcuménique sans consécration ni communion, mais une récitation du credo et une bénédiction commune du pape et du primat anglican. Après avoir échangé le baiser de paix et de réconciliation, Jean-Paul II et l'archevêque Rancy se sont longuement agenouillés devant l'autel du transept, près de l'endroit où Thomas Becket était tombé en 1170 sous le coup des hommes de main du roi Henri II. À l'issue de cette cérémonie, que nous allons voir dans un instant, sur les pelouses entourant les vieux murs de la cathédrale, le pape, mèche blanche au vent, les mains encombrées de petits bouquets, a été acclamé par plusieurs milliers de fidèles, avant d'être accueilli cet après-midi sur le grand stade de Wembley, au nord de Londres, par plus de 100 000 personnes. Voici l'arrivée du pape au stade de Wembley. Jean-Paul II a concélébré une messe sur ce stade au milieu de 2500 prêtres. Les États-Unis sont prêts à entamer immédiatement les négociations avec l'Union soviétique sur la réduction des armements stratégiques. C'est ce que le président Reagan a déclaré aujourd'hui, sans donner plus de détails. Le président Reagan doit entreprendre la semaine prochaine la tournée européenne la plus importante de sa présidence, puisqu'il viendra assister au sommet des pays industrialisés à Versailles et au sommet de l'OTAN à Bonn. C'est une tournée arabe délicate qu'entreprend aujourd'hui le ministre français des Relations extérieures, Claude Cheysson, avant la Tunisie et la Libye. Monsieur Cheysson est ce soir en Arabie Saoudite. C'est la première mission arabe entreprise par le chef de la diplomatie française depuis la visite du président Mitterrand en Israël. Outre le problème palestinien, les Saoudiens sont vivement préoccupés des conséquences de la victoire récente de l'Iran sur l'Irak, un contexte politique complexe qui donne donc son relief à cette visite à Riyad. L'Élysée et Matignon font donner l'artillerie lourde contre le quotidien américain, le Herald Tribune, qui publie aujourd'hui le compte-rendu d'un entretien entre le président Mitterrand et plusieurs journalistes américains avant le sommet de Versailles. Selon cet entretien, répondant à une question sur la situation économique, le chef de l'État n'exclut pas une possible dévaluation du franc ou un décrochage du système monétaire européen. Le service de presse de l'Élysée a catégoriquement démenti aujourd'hui que M. Mitterrand ait évoqué ou même abordé le sujet. Le journaliste américain, lui, persiste et signe et ajoute que ses confrères présents à l'entretien peuvent confirmer l'exactitude de son compte-rendu. De son côté, le Premier ministre Pierre Mauroy a fait publier un communiqué selon lequel sa ligne de conduite et la consigne reçue du président restent inchangées, la défense du franc.
Le congrès du Centre des démocrates sociaux a commencé ses travaux aujourd'hui à Versailles. Les militants du CDS, qui est l'une des 3 composantes de l'UDF, doivent d'ici demain choisir le successeur de Jean Le Canuet. Alors que souvent les congrès politiques ne font qu'entériner des choix déjà faits, cette fois-ci au CDS, c'est le suspense, Jean-Louis Le Sel. Pierre Méhaignerie est en train de refaire son handicap sur celui qui, il y a seulement quelques semaines, était assuré de l'emporter, Bernard Stasi. On murmure ici à Versailles que 20% des votants du CDS sont encore hésitants et que ce sont ces 20% qui pourraient bien faire la différence en faveur de l'ancien ministre de l'Agriculture demain après-midi. Ce qui voudrait dire alors que les centristes auraient définitivement choisi leur camp et fondamentalement opté pour un ancrage plus giscardien vers l'UDF. La philosophie du centre traditionnel a d'ailleurs été défendue au cours de la première journée de ce congrès par Jean Le Canuet, président depuis 19 ans et président sortant. Jean Le Canuet, héros du jour à l'applaudimètre. Je crois à la nécessité des grands courants simplificateurs et qui rassemblent. Personne n'a dit qu'il fallait sortir de l'UDF parmi les candidats. Ils sont dans l'opposition et pour l'UDF. Ils souhaitent que le CDS soit plus fort et plus rayonnant. Ils ont raison. Et permettez au président de l'UDF de dire qu'il adresse le même vœu aux autres composantes de l'UDF, car plus nous serons nombreux et chacun selon notre tempérament attractif, plus grandes seront pour la France les chances de se redresser et d'avoir une capacité d'alternative démocratique. Pourtant, les jeux ne sont pas faits. Bernard Stasi affirme encore avoir des cartes en main pour éviter le risque de voir le centre se diluer dans l'UDF au point d'y perdre une partie de sa personnalité. Mais M. Méhaignerie non plus n'a pas dit son dernier mot. Et il est vrai qu'au CDS, on est souvent plus sensible aux discours qu'aux idées. Suite demain. Le congrès de la CFDT s'est terminé aujourd'hui à Metz. La résolution finale portant sur la politique d'action dans les 3 ans à venir a été adoptée à une large majorité et c'est sans surprise qu'Edmond Maire a été réélu secrétaire général. Jacques Chérec reste secrétaire général adjoint. Les 3 spéléologues bloqués depuis 6 jours dans une grotte de Haute-Savoie sont vivants. Tentant le tout pour le tout, les sauveteurs ont réussi à les rejoindre ce matin, mais il faudra 2 à 3 jours pour les dégager. Place au sport maintenant et d'abord le tennis. À Roland-Garros aujourd'hui, la grande attraction était le match du jeune élève contre son modèle, le match de Guy Forget contre Jimmy Connors. Connors a gagné en 4 manches, mais Forget, qui avait réussi à éliminer Nastase, est parvenu à ravir un set à la tête de série numéro 1. Roger Zabel. Un cogneur, Jimmy Connors, eh bien, vous allez voir sur cet échange que Guy Forget n'a dans ce domaine rien à envier à celui qu'il admire le plus et dont il s'est sans doute inspiré. Pour bien apprécier cette puissance, nous revoyons au ralenti les accélérations de ce garçon de 17 ans qui, pendant 2 jours, aura fait vibrer le public de Roland-Garros. Après avoir perdu les 2 premières manches, 6-2, 6-3, cet après-midi, Guy Forget s'est offert le luxe de gagner la 3e au tie-break, et ceci après avoir sauvé une balle de match. Quand on est capable de jouer de cette manière et de mettre Jimmy Connors à 1 mètre de la balle, il est évident que l'on ne peut être que promis à un très bel avenir. Seulement dans une rencontre de tennis de ce niveau, c'est souvent l'expérience qui prime et là, Jimmy Connors n'en est pas à son premier grand tournoi, comme c'est le cas pour son adversaire qu'il bat finalement 6-2, 6-3, 6-7, 6-1, après une partie que Guy Forget a abordée et disputée sans aucun complexe. Je suis rentré d'abord en me disant que j'avais rien à perdre et que je devais faire un de mes meilleurs matchs. Donc je n'ai pas à me soucier que ce soit Jimmy Connors ou que ce soit un autre joueur. Donc je suis rentré dans un très bon état d'esprit. Pleine confiance. Malgré le public, malgré le cours central, malgré Connors. C'est sûr qu'on y pense un petit peu inconsciemment, mais j'ai essayé de faire abstraction un petit peu de tout ça.
Est-ce que Connors pour vous reste le même après avoir joué contre lui? Oui, il reste le même, seulement moi j'essaie de me dire que j'ai progressé aussi, donc c'est un petit peu normal que j'arrive à l'ennuyer un petit peu. Mais pour moi, ça reste toujours quand même un grand champion. Et le poster va rester sur les murs de la chambre encore? Toujours, ouais. Il y aura un tiercé demain à Longchamp dans le Prix du Lac. Pierrette Bresse, voici ses pronostics. Nous les découvrons ensemble. Le 5, le 7, le 12, le 6, le 8, le 17, le 11 et le 9. Le temps maintenant, Alain Gillot-Pétret, allez vous faire briller le soleil demain? C'est pas moi, c'est le bon Dieu, mais oui, le soleil brillera demain. Nous aurons même un soleil d'été sur la majeure partie de la France. Tout de suite notre carte, on est un peu pressé. Du beau temps presque partout, sauf, bien entendu, il y a toujours des nuages quelque part, de la Vendée aux Pyrénées, assez nuageux, avec un peu de pluie sur l'extrême sud-ouest et des orages dans le lot. C'est tout à fait normal avec la chaleur qu'il fera demain. C'est le même type de temps pour après-demain, je vous le dis tout de suite. La chaleur de demain, ça monte encore, sans grand commentaire. Une vingtaine de degrés, c'est le minimum. Et oui, sur les côtes de la Manche, maximum 28 degrés à Marseille. Un petit bout d'agenda, on termine vite. Demain, dimanche 30 mai, 2 minutes de soleil en plus, levé 5h55, couché 21h42. C'est la Pentecôte, c'est finalement aussi la fête de Saint-Ferdinand. À 23h15, antenne de dernière avec Hervé Claude. Merci d'avoir suivi ce journal. À demain à 20h. Et maintenant, bon rugby.